Enfin bon, merci de l'invitation. Moi je viens avec un propos beaucoup moins élaboré que les deux orateurs précédents. Donc voilà, je m'en excuse un peu. Au fond, quand Renato Seidel m'avait invité, il venait de se passer quelque chose avec un patient et puis il parlait de son intérêt pour la place des psychotropes dans un traitement psychothérapeutique. Ça venait d'arriver. Alors je dis bon, pourquoi je pourrais vous raconter cette histoire. Et voilà, en gros, c'est ce que je vais faire, raconter l'histoire de ce patient-là. Et puis, peut-être d'un ou deux patients, parce que j'ai plusieurs patients pour lesquels le lithium était une question pour moi, une question pour eux. Enfin, on verra. Mais je n'ai pas forcément un commentaire spécifique par rapport à ça. Mais j'avais envie de faire une remarque qui n'a un peu rien à voir, puisqu'on parle de cette histoire psychosomatique, machin, corps-esprit. Enfin, j'ai fait ce commentaire-là dans un cours aux étudiants en médecine cet après-midi, mais c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai eu mon premier enfant. Les bébés pleurent, hein, ça, et disons, un des premiers sujets de tension, je trouve, qui émerge entre les parents, très vite, c'est de savoir pourquoi ils pleurent, les bébés. Et il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises raisons de pleurer pour un bébé. Et avoir une otite, c'est une bonne raison de pleurer. Et puis, les autres raisons, par exemple, pleurer parce qu'on a envie de porter, je ne sais pas quoi, c'est des mauvaises raisons. En tout cas, là, il y a, si on veut, cette dichotomie, elle est très évidente. Elle va de soi. Et on se sent très coupable quand on a pensé que le bébé il pleurait parce qu'il voulait être porté, puis qu'on prend sa température, puis qu'on découvre qu'il a 39, puis qu'on fait que c'était une otite. Donc, je veux dire, cette question-là d'une différence de statut, de ce qui serait dans le corps, de ce qui serait dans la relation, dans le social, dans le psychique, dans ce qu'on veut, elle est extrêmement profonde, quoi. Alors après que l'humiliation pour le patient ce soit d'être malade dans son corps et donc il ne veut pas le médicament, ou bien que l'humiliation ça serait d'être malade dans sa tête, alors il veut absolument un médicament, ça dépend probablement un petit peu de comment on a investi cette question-là, mais je pense que c'est difficile d'être dans une position, je ne sais pas comment dire, où on ne ferait pas cette différence. Pour ceux d'entre nous qui ont fait une analyse, je pense qu'on aurait été assez vexés que l'analyse tout d'un coup nous propose un médicament, par exemple. Bon, aussi élaboré qu'on ait pu, enfin, peu importe à quel point on aurait élaboré cette fameuse distinction. Enfin, je pense qu'on est pris dedans quand même, quoi. Bon, voilà, ça c'était une remarque préliminaire. Je ne sais pas si elle a un rapport avec l'histoire clinique que je vais vous raconter. Donc je vais appeler ce patient Joël, c'est pas son prénom, mais voilà, donc ça c'est un patient que j'ai rencontré il y a fort longtemps, un patient qui avait un diagnostic de trouble bipolaire, avec des épisodes vraiment graves dans sa jeunesse, donc des épisodes de manie délirante, où il avait été hospitalisé, enfermé, injecté, enfin, voilà, de drame, disons, une maladie psychiatrique très majeure. Et puis, il était traité par un antiépileptique qui s'appelle la lamotrigine et suivi par une infirmière de la consultation. C'était le dispositif, au fond, qui s'était construit autour de lui, à sa demande, un dispositif voilà, qui était caractérisé par ça. Il n'y avait à peu près pas de médecin qui intervenait dans cette histoire, une infirmière et de la lamotrigine. Et puis l'infirmière partait. Et elle voyait ce patient assez régulièrement, et à l'occasion de son départ, elle a discuté avec lui de ce qu'il souhaitait, et au fond, lui, ce qu'il souhaitait, c'était voir un médecin, mais 4 fois par année pour avoir un filet de sécurité si jamais ça allait mal. Il avait ce souci d'une rechute, et il voulait avoir un point de repère, et il voulait un médecin. Elle m'avait sollicité parce que moi, j'étais dans une position où j'allais un peu rester dans là où j'étais, donc j'allais pouvoir assurer un peu cette continuité. Il ne souhaitait pas reprendre un suivi plus intensif avec une autre infirmière. Et quand elle m'a parlé de lui, il était en train de faire une formation, alors qu'il était à l'AI depuis fort longtemps, une formation qui impliquait, on va dire, un niveau de responsabilité et d'engagement social assez élevé. Moi, elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, bon, voilà un monsieur qui est quand même beaucoup dans le déni, il ne veut pas avoir de médecin, on imagine que ça va aller, ses ambitions professionnelles qui paraissaient extrêmement élevées par rapport à ses antécédents et à la sévérité, disons, de la maladie dont il souffrait. Et puis il avait un traitement qui ne va pas. C'est-à-dire, la lamotrigine, c'est effectivement un médicament qu'on prescrit dans le trouble bipolaire, mais qui ne prévient pas les états maniaques, qui est réservé, on va dire, aux
bipolaire dont les phases maniaques sont beaucoup moins sévères que celles de ce patient. Et c'était le seul traitement qu'il acceptait, et donc du coup, il y avait déjà là quelque chose qui me paraissait de l'ordre du déni. Voilà. Donc je le rencontre, et puis je lui propose qu'on se voit 4 fois, parce que j'étais passé chez on se voit 4 fois déjà pour faire connaissance, et puis pour décider ensemble ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait effectivement aller dans le sens qui demandait lui, c'est-à-dire 4 rendez-vous par année. Et puis très vite, je l'interroge sur le lithium, sur son traitement de l'ammotrigine, en lui demandant s'il est au courant que c'est quand même pas ce qui est recommandé, et puis que, a priori, pour un cas comme lui, ce qu'on conseille plutôt, c'est le lithium. Alors, il m'est rentré dedans immédiatement, ça a très vite monté chez lui, donc on peut sentir chez cet homme, disons, une sorte de tonicité thymique permanente. Maintenant, je le connais, ça ne m'inquiète plus, mais je pense que quelqu'un qui voit la première fois, il pourrait penser qu'il est décompensé. Bon, c'est son mode de fonctionnement. Mais enfin, il est très vite devenu énervé, assez persécuté, à me dire que j'étais, je ne sais pas quoi, à la solde des firmes pharmaceutiques, que je voulais absolument lui donner du lithium, je ne sais pas quoi. J'ai rétrogradé, enfin voilà, je vous informe, mais enfin bon, j'étais quand même, c'était pas vrai que je faisais que l'informer, parce que moi j'étais allé le voir en me disant, il est quand même un peu dans le déni, ce monsieur. Bon. On s'est vu 4 fois, et puis au terme des 4 fois, on s'était vu toutes les 2 semaines. Pendant ces 4 fois, finalement, il trouvait que c'était pas si mal de me voir toutes les 2 semaines, parce qu'il était engagé dans cette formation, et puis qu'il pensait que ça serait bien d'avoir une sorte de coach. Et puis, il dit, d'accord, je vais être votre coach. Et puis, ça dure comme ça depuis très longtemps. Et je le vois toutes les 2 semaines. Voilà, il vient, il est toujours habillé en tenue de sport, d'ailleurs, un peu comme ça. Et puis, on a fait un travail psychothérapeutique au long cours, dans la mesure où il a progressivement pu tolérer à ce que je sois pas seulement un coach, disons, et puis qu'on puisse parler un peu de sa relation avec son père, qui était quand même très compliqué. Un père probablement bipolaire aussi, très violent. Donc, pour dire que le lithium a eu comme ça une espèce d'entrée directe dans notre histoire. Après, moi, je n'ai plus jamais parlé de lithium. Et puis le lithium a fait retour, en fait, des années plus tard, quand, alors que j'étais en vacances, d'ailleurs, c'était vacances d'été, et que sa compagne était enceinte, il y avait un accouchement qui était imminent, et lui, il allait commencer le travail. Finalement, il avait fini sa formation, donc il allait s'engager dans cette activité professionnelle dont il m'avait convaincu que finalement il allait pouvoir la faire. J'ai annoncé à mes préjugés, si vous voulez, en cours de route avec lui. Et puis, alors voilà, il allait commencer le travail, sa compagne allait accoucher, probablement que c'était trop, et il a fait un état maniaque. Moi, j'étais pas là, donc quand je suis rentré de vacances, il était déjà à l'hôpital. Un maniaque quand même assez significatif, il s'est retrouvé enfermé, etc. C'était quand même compliqué. C'est une situation de fragilité dont il devait débuter dans un nouveau travail. Il y avait sa compagne qui assistait pour la première fois de sa vie à un état maniaque chez son compagnon et le futur père de son enfant. Enfin, on va dire ce qui avait été patiemment construit était à la limite de voler en éclats complètement. Et moi, je l'ai vu à l'hôpital plusieurs fois. Il était quand même très haut, avec la peine à accepter quand même, on va dire, la gravité de son état. Et puis, bon, j'avais discuté avec le collègue de l'hôpital qui m'avait posé la question du lithium. Je lui avais dit oui, je lui en avais parlé à l'époque, il n'était pas tellement d'accord. Mais en effet, je pense que le lithium, c'est très indiqué dans son cas. Mais voilà. Et puis, donc ce collègue lui a prescrit du lithium. Lui, il a vécu ça, et probablement qu'il n'a pas tout tort, comme un pur chantage de la part de l'hôpital, qui en gros lui a dit si vous voulez sortir, monsieur, il faut prendre du lithium. Et puis, c'est la seule condition à laquelle vous allez sortir rapidement. Et donc, on va dire, c'est comme ça, contraint, qu'il a pris ce lithium. Et c'est pas moi qui l'ai prescrit, c'est venu de l'hôpital. Je pense que le lithium l'a aidé quand même pas mal. Ce dont il a pu convenir, il était très fâché avec l'hôpital. D'une certaine manière, ça m'a protégé. Moi, je lui ai dit à plusieurs reprises que j'étais plutôt d'accord avec cette prescription. Mais enfin, comme ça, il n'était pas fâché avec moi, il était plutôt fâché avec le collègue de l'hôpital. Mais enfin, il a fait des effets secondaires avec le lithium au bout d'un moment. De toute façon, il n'était jamais parti dans l'idée de le prendre à très long terme. Il a eu des diarrhées,
Et puis au bout d'un moment, il a vraiment souhaité l'arrêter, et puis on l'a arrêté ensemble, très progressivement, en suivant les recommandations. Il a fait ça très sagement, et puis il a arrêté ce lithium progressivement. Ça, c'est le deuxième temps du lithium. Et puis maintenant, il y a le troisième temps. C'est plus récent. Donc, Joël, il habite un appartement qu'il loue, et il est voisin de son frère, qui est aussi propriétaire des lieux, et son frère a développé un état maniaque pour la première fois. Il était déprimé depuis longtemps. Moi, j'avais parlé avec Joël du fait que son frère, je trouvais qu'il avait quand même l'air un peu bipolaire, mais enfin à l'époque il était que déconné, et là il a fait un état maniaque, et ça a été assez horrible pour Joël, mais aussi pour sa compagne qui était enceinte de leur deuxième enfant, parce qu'il y avait là le propriétaire et le frère qui étaient là dans le voisinage et qui faisaient un cirque pas possible, qui les insultait, qui les menaçait de les mettre dehors. Enfin, il y avait quelque chose d'une cohabitation qui devenait vraiment extrêmement pénible. Ils étaient dans un état de stress absolument permanent. Mon patient s'affolait beaucoup, il appelait tout le temps les médecins en disant mais faites quelque chose, hospitalisez-le, c'est pas possible. Son frère achetait des voitures toutes les semaines. Enfin bref, c'était un état maniaque tout à fait carabiné, mais avec quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé à l'hôpital, on peut dire comme ça. Et j'ai vu Joël comme ça aller de plus en plus mal, alors plutôt sur un versant dépressif et anxieux, mais enfin il était dans un état de préoccupation extrême. Je pense aussi évidemment avec la confrontation très violente à la maladie, à sa maladie. Enfin, vous pouvez voir un tout petit peu, enfin, c'était un drôle de reflet dans le miroir qu'il avait là, parce qu'il ne pouvait que se reconnaître quand même dans l'état de son frère. Il était extrêmement anxieux de déprimer, il avait très peur de déprimer, il se sentait déprimé, donc il venait me voir, il disait il faut absolument faire quelque chose, il faut absolument faire quelque chose. Alors je lui ai dit de faire du sport, parce que c'est son coach, le sport c'est bien pour la dépression, alors il a fait du sport, mais quand même ça allait pas, il dormait plus. Bon bref, je lui ai donné toutes sortes de conseils, tout ce que je pouvais, comment causer à ce frère, comment essayer de se protéger, comment je sais pas quoi, mais enfin c'était quand même assez difficile. Et puis progressivement, j'en suis venu à lui parler de la possibilité d'une médication aussi. Bon, il y a aussi des possibilités avec les médicaments. Alors il trouvait ça absolument dégueulasse de devoir lui prendre un médicament qu'il trouvait que c'était à son frère de prendre, et que son frère refusait de prendre. Pour lui c'était vraiment très pénible. Et dans les options, je lui ai proposé le lithium, parce que je pensais que c'était un des médicaments qui pourrait l'aider. Il y avait d'autres options, mais je lui ai dit que franchement je pensais que c'était plutôt le lithium qui pourrait l'aider. Donc c'était encore pire, parce que c'était le médicament qu'il avait subi, dû prendre, etc. Et je lui ai fait remarquer que je pensais qu'il était quand même très fâché de cette injustice, que ce soit au fond lui qui soit là à se démettre pour essayer de se soigner, alors qu'au fond il pouvait c'était à son frère d'essayer de se soigner, et qu'il était sûrement furieux, ce avec quoi il était assez d'accord. Et puis finalement, il m'a appelé en me disant bon, je veux prendre le lithium. On commence. Et c'était vraiment le lithium, c'était le médicament dont avait besoin son frère. Ça, c'était sûr, aucun doute. Et je l'ai vu 2 jours plus tard, et il allait beaucoup mieux. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est eu au téléphone. Il allait beaucoup mieux, et c'était... enfin voilà, je trouvais que c'était une histoire assez intéressante, parce que je suis assez sûr, si vous voulez, qu'il est allé trop vite mieux pour que ce soit vraiment le lithium. En même temps, je ne suis pas complètement sûr non plus. En tout cas, je crois qu'à ce moment-là, il a lâché quelque chose, il a accepté quelque chose de ses limites à lui et du besoin qu'il avait à ce moment-là de quelque chose pour lui. Et le simple fait d'accepter ça, je pense, a eu un effet qui l'a soulagé, qu'il n'a pas complètement... Il est resté quand même un petit peu... Ça a été difficile pour lui quelque temps, mais ça s'est amélioré. Et puis, il y a autre chose aussi qui s'est passé et qui m'a dit à ce moment-là, c'est qu'il pensait que peut-être finalement, c'était pas si mal d'être sous lithium, vu que sa compagne allait accoucher du 2e enfant. Et que ça serait peut-être aussi quelque chose qui allait le protéger. Et donc, il a continué le lithium après ça. Bon, voilà, ça c'était
une histoire, on va dire, que je vous livre comme ça, j'ai pas de commentaires à faire, si ce n'est de dire que, évidemment, dans cette histoire-là, avec ce patient, ce médicament, il a une place, c'est évident. Il a une place importante qui est à des tas de niveaux, qui est certainement aussi au niveau de son cerveau, sans aucun doute que le lithium, c'est un médicament qui le protège et qui agit pour lui, mais pas seulement là. Et puis, peut-être pour compléter avec une deuxième histoire que je vais faire plus courte parce qu'elle est vraiment trop compliquée, une psychothérapie très compliquée, disons, mais d'une patiente qui est aussi bipolaire, que je vois alors elle 2 fois par semaine dans un travail plus, comment dire, plus introspectif, plus chaud aussi, avec des enjeux transféro-transférentiels assez compliqués, quelqu'un d'assez masochique, donc, chez qui le traitement doit toujours faire mal, etc. Enfin, c'est une psychothérapie assez difficile. Et c'est une patiente qui est très fine, qui s'observe très bien, enfin qui sent très bien les effets de ce qu'elle peut prendre, les produits, enfin, elle a passablement de capacité à s'observer. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment une cyclicité comme ça, d'humeur très marquée et très rapide, et avec en particulier une dépression hivernale, comme on voit souvent chez les bipolaires, mais une dépression hivernale mélancolique absolument catastrophique. L'hiver, elle est terrorisée au moment où les jours commencent à diminuer parce qu'elle attend la catastrophe qui est toujours cette mélancolie qui est effectivement terrible. Elle est dans un état de détresse assez monstrueux. Et quand je l'ai rencontrée, on a essayé un premier médicament, de nouveau de la lamotrigine, qui avait un effet assez facile à décrire chez elle, c'est-à-dire que ça diminuait l'amplitude de cette cyclicité qui était moins intense, mais qui était quand même toujours là et assez gênante pour elle. Et donc on a essayé le lithium, et le lithium a eu un effet radical. Elle n'a plus du tout, ça a complètement coupé cette cyclicité. Et elle n'a absolument pas supporté ça. Donc elle a arrêté le lithium en disant qu'elle trouvait ça insupportable, cette expérience. Et depuis, le lithium a aussi une drôle de place dans cette histoire, qui se joue, il me semble, à des tas de niveaux. Parce que comme elle est quand même souvent allée mal, sur un versant dépressif, notamment en hiver, et que dans mon expérience, le lithium, même si la littérature, c'est pas ce qu'elle dit, mais enfin ça c'est mon expérience, disons, quand ça marche chez un bipolaire, je trouve que ça marche aussi pour la dépression, donc je trouvais qu'il y avait je lui rappelais cette possibilité du lithium qui pour elle était le truc le plus affreux, voilà, alors que c'était en fait quasiment le seul que je pouvais lui proposer. Donc évidemment, il y avait un côté où j'avais l'impression que c'était pris dans cette idée que ce que je lui offrais, c'était pas bon. Il y avait aussi quelque chose qui était du côté du refus. C'est un truc qu'elle ne lâcherait pas, comme si elle avait vu quelque chose de ce que la thérapie ou le traitement pouvait lui faire céder, et puis elle était vite remontée sur lui, de dire non, ça c'est hors de question. Mais il y a aussi la question de ce que ça lui fait vraiment à elle. Et ça, alors, au fond, elle n'a pas tellement pu le décrire, si ce n'est une sorte de vécu, d'être morte dedans, quelque chose comme ça, quelque chose qui était vécu comme absolument atroce. Et quand j'ai entendu Caroline, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais quand même, ça manque des études psychanalytiques ou phénoménologiques sur l'effet des médicaments. Je trouve, non ? Il y a quelques poètes qui ont fumé du hashish et d'autres choses, qui ont écrit des trucs, mais nous, on prescrit des médicaments sur lesquels, finalement, je trouve, par rapport à la façon dont ça a fait le vécu, on a quand même peu d'éléments. Voilà. Après, je pense qu'il y a encore d'autres niveaux. Peut-être qu'elle ne veut pas le lithium parce qu'elle veut guérir autrement, elle veut guérir par la thérapie. Je crois qu'il y a de ça aussi. Et puis après, il y a cette dernière chose, puis je vais m'arrêter là-dessus, qui est peut-être à un niveau assez proche finalement des autres niveaux que je dégageais, mais qui m'a aussi un peu frappé parce que sa position par rapport au lithium m'a rappelé aussi sa position à elle et celle d'autres patients par rapport à l'électrothérapie, les électrochocs, qui sont aussi un traitement extrêmement efficace dans des indications, disons, bien posées. Et moi, j'ai l'expérience avec trois patients qui ont fait des électrochocs. C'est les 3 seuls que j'ai eu qui ont fait les électrochocs, mais
3 patients qui étaient mélancoliques, qui étaient dans un état de détresse absolue, que les électrochocs ont amélioré d'une façon totalement évidente, et qui ne veulent plus en entendre parler. Et il y a quelque chose qui m'échappe complètement là-dedans, sur le refus de recourir à l'électrochoc, alors quand on les voit dans l'état de détresse dans lequel ils étaient, etc. Mais il y a quelque chose d'une... et il me semble qu'il y a quelque chose du même ordre du côté du lithium chez cette patiente qui m'échappe un peu, mais qui m'a aussi fait penser, c'est un truc que je lui ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il n'y a pas très longtemps, enfin, j'ai fait un parallèle qui vaut ce qui vaut entre la bipolarité et la migraine, en lui disant que, évidemment, je ne croyais pas que la thérapie allait forcément résoudre complètement, dissoudre complètement cette bipolarité qui l'accompagne, la saisonnalité. Il y a quelque chose là-dedans, je pense, avec lequel il faut qu'elle vive, un peu comme un migraineux doit d'une certaine manière vivre avec sa migraine. C'est très pénible d'avoir des migraines, ça gâche pour un bout la vie, c'est pas un cadeau, mais enfin c'est quand même possible d'avoir une existence et de ne pas être complètement dominé par la migraine. Et je lui offrais cette métaphore par rapport à la bipolarité, et ça m'a fait penser qu'il me semble, je ne suis pas un spécialiste des migraineux, mais il me semble que les migraineux ont tendance à faire ça, et peut-être qu'on a un peu tous tendance à faire ça, je ne sais pas très bien, mais enfin, à résister aussi, eux, à prendre le médicament qui les soulage. Et à être dans une espèce de petite négociation. Non, on est au début de la crise, on sait que normalement on devrait prendre tout de suite, on a déjà fait l'expérience plein de fois qu'il faudrait le prendre tout de suite, et pourtant il y a une espèce de réticence à, il me semble, c'est une hypothèse de ma part parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience de la migraine, mais il me semble qu'il y a une espèce de quelque chose, je sais pas, qui résiste. Qui résiste pour les électrochocs, qui résiste pour, je sais pas, pour les antimigraineux, qui résiste pour le lithium peut-être aussi. Voilà, c'était ces deux histoires-là que je voulais raconter. Merci beaucoup. Alors bon, en vous écoutant, j'ai presque eu envie de prendre du lithium. D'ailleurs, j'ai vu dans un article, très en passant comme ça, qui discutait de la possibilité de mettre du lithium dans l'eau. Et je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais on m'a raconté que la découverte du lithium s'est passée, je pense, dans les années 40, c'est presque le premier médicament. Alors, le lithium, il était connu bien avant, et puis le premier médicament de psychiatrie, c'est plus ancien, mais des médicaments contemporains qu'on utilise aujourd'hui encore, je pense que c'est quasiment le premier. C'est quasiment le premier, et selon l'histoire qu'on m'a racontée, c'était une petite ville à l'intérieur de l'Amérique où il y avait un taux de suicide extrêmement bas, et là, en analysant l'eau, ils ont vu qu'il y avait un taux de lithium plus élevé. Alors bon, ils n'ont pas parlé des effets secondaires sur cette population, ça c'était encore une autre chose. Alors bon, votre exposé c'était vraiment sur la résistance aux médicaments. On est habitué à parler de résistance en psychanalyse. Là, est-ce que la résistance aux médicaments c'est aussi une résistance à la psychothérapie, et ou dans quelle mesure aussi parfois le médicament ne peut pas être une résistance à la psychothérapie, ça c'est encore une autre chose. Mais là, dans vos cas, comme vous avez parlé, ce sont des cas plutôt graves. Jean-Nicolas avait fait cette distinction de la dépression légère et moyenne et de l'effet du placebo. Là, évidemment, le placebo et le lithium, il y a un déséquilibre.